L'objectif de cette vidéo est d'être capable de déterminer l'intersection de deux ensembles. C'est-à-dire, étant donné deux ensembles, quelle est leur intersection. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux ensembles? En fait, c'est assez naturel, c'est très bien retranscrit par le nom intersection. Si on se donne deux ensembles, donc je vais me donner A et B, l'intersection de deux ensembles, l'intersection de deux ensembles va être l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. C'est-à-dire que là, ici, mon intersection, ça va être cette petite partie commune. Donc là, c'est A inter B. Donc on note l'intersection avec le signe inter, comme ici. Alors la question, ça va être comment déterminer l'intersection de deux ensembles. Donc là, on va le faire sur un exemple, donc sur un des espaces de fonctions. On va se donner l'ensemble des fonctions de R dans R, et dans cet ensemble des fonctions de R dans R, on a des sous-ensembles, qui sont inclus dans cet ensemble-là, qui sont l'ensemble des fonctions paires définies sur R et à valeur dans R, et l'ensemble des fonctions impaires définies sur R et à valeur dans R, qu'on a noté de cette façon-là pour être le plus synthétique possible. Et donc l'objectif de cette vidéo sera de déterminer l'intersection entre P et I. Donc comment trouver l'intersection de deux ensembles? En fait, le raisonnement est assez naturel, et tout comme la définition est naturelle, il s'agit de dire, très bien, je vais prendre un élément qui est dans l'intersection, c'est-à-dire qui est dans l'un et qui est dans l'autre. Et puis je vais essayer de combiner les deux propriétés afin de voir ce qui se passe. Donc allons-y. Donc on va se donner un élément, donc une fonction f qui appartient à P inter I. Et comme d'habitude, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, ce qui est important, c'est de bien poser le cadre, c'est-à-dire de bien traduire ce que ça signifie. Donc on va traduire ce que signifie que f est dans P inter I. Si f est dans P inter I, ça signifie qu'elle est à la fois paire et qu'elle est à la fois impaire. Alors, une fois arrivé là, le fait que f soit pair et impair, il va falloir le traduire mathématiquement. Donc là, on voit, à cet instant-là, c'est là où on voit que savoir son cours est crucial. Parce que si on ne sait pas son cours, on n'est pas capable de traduire ce que signifie que f est pair et que f est impair. Et dans ce cas-là, l'exo est terminé parce qu'on ne peut rien faire, tout simplement. Donc on va essayer de traduire le fait que f soit dans P inter I. Donc f est pair, comme je connais la définition, je peux l'écrire. Ça signifie que f va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça s'écrit comme la façon suivante en termes de quantificateur. Pour tout x dans R, f de moins x égale f de x. Alors pour avoir l'interprétation géométrique de cette écriture et comprendre vraiment d'où ça vient, je renvoie à la vidéo Savoir étudier la parité d'une fonction. Tout est expliqué là-dedans. Donc ça c'est la première chose, là on a traduit que par cette propriété, que je souligne en rouge ici, on a traduit que f est dans P, c'est-à-dire que f est pair. Mais on ne va pas se contenter de ça, puisque là on n'a pas tout traduit, on n'a pas dit que f est dans I pour l'instant. Donc on va traduire que f est dans I sera traduit en violet. Le fait que f soit impair, ça signifie que f est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est-à-dire que pour tout x dans R, f de moins x égale moins f de x. Et là on a traduit I. Et là je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai traduit le maximum possible. Pourquoi? Parce que j'ai traduit l'information que f était dans P, et que f était dans I. J'ai pas d'autre hypothèse, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, on va combiner ces deux choses pour voir ce que ça signifie sur notre fonction f. Si f vérifie pour tout x, f de moins x égale f de x et égal à moins f de x, ça signifie que f de moins x est non seulement égal à f de x, mais aussi égal à moins f de x. Mais comme donc ces deux quantités sont égales à f de moins x, ça signifie que ces deux quantités-là vont être égales aussi. Donc f de moins x égale à moins f de x, quel que soit x dans R. Bon, qu'est-ce que ça signifie si on passe f de x de l'autre côté? Ça signifie que finalement 2f de x va être égal à 0. Et donc f de x est égal à 0. Puisque quand on passe de l'autre côté, ça fait 2 fois f de x est égal à 0. Et donc en divisant par 2, j'obtiens f de x égale à 0. Bon, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que pour tout x dans R, f de x est égal à 0. Ça signifie que f est exactement ce qu'on appelle la fonction nulle. Donc ce qu'on a démontré, c'est qu'une fonction qui est dans P inter I est la fonction nulle. Alors là, il est important de bien comprendre ce que concrètement on a fait en termes ensemblistes. On a dit, je prends une fonction dans P inter I, on a fait des implications, tous les alors ici sont des implications, donc sont des implications. Donc on a démontré que, en partant de là, on arrive là. On a donc démontré exactement le raisonnement par inclusion. C'est-à-dire qu'on a démontré dans cette partie que P inter I est inclus dans l'ensemble contenant juste la fonction nulle. Donc j'explique la notation que j'ai utilisée, l'ensemble pour les accolades,
x associe 0, c'est la fonction qui a x associe 0, quel que soit x. C'est ce qu'on appelle la fonction nulle. Voilà. Mais, pardon, on a démontré une inclusion. Donc on a démontré que P intérieur est inclus là-dedans. Donc, ayant montré une inclusion, on n'a pas répondu à la question qui était à quoi est égale l'intersection. Donc il y a encore quelque chose à faire en plus. Alors pour ça, on va se référer à la précédente vidéo. Souvenez-vous, pour montrer une égalité, il s'agit de faire une double inclusion. Donc là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette fonction x associe 0, que je vais noter donc 0, 0 de f, 0 de f qui a x associe 0, est-ce que cette fonction est dans P inter i? Auquel cas, on aura démontré qu'on a bien une double inclusion et donc une égalité. Donc là, ce sens-là, c'était l'inclusion dans un sens. Et donc maintenant, est-ce que 0 de f appartient bien à P inter i? C'est ça la question qu'on se pose en fait. Donc pour que ça appartienne à P inter i, on veut montrer que, on écrit toujours notre but, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Le but c'est de montrer que 0 de f appartient à P inter i, c'est-à-dire que, en traduisant, que pour tout x dans R, 0 f de moins x est égal à 0 f de x, et pour tout x dans R, 0 f de moins x est égal à moins 0 f de x. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer que 0 de f est à la fois pair et impair, ce qu'on a traduit ici avec ces deux propriétés-là. Bon, est-ce que ça c'est vrai? La fonction nulle appliquée en x ou appliquée en moins x est toujours égale à 0, puisque c'est la fonction nulle. Donc c'est évident. C'est quelque chose d'évident, ça nous donne 0 égale 0. Et donc on a bien démontré l'égalité entre ces deux ensembles. Là on a l'autre inclusion. Voilà. Donc ça termine la vidéo sur comment déterminer l'intersection de deux ensembles donnés. On commence par prendre un élément dans ces deux ensembles et puis on essaie d'aller le plus loin possible, regarder ce que ça nous donne sur l'élément de cette intersection. Et puis après on essaie de regarder si on peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire est-ce que les éléments de cet ensemble, donc là il n'y en a qu'un, c'est la fonction nulle, c'est le seul élément de cet ensemble, qu'on appelle d'ailleurs un singleton puisqu'il n'y a qu'un élément. Est-ce que cette fonction nulle est bien aussi dans l'intersection de départ? Et dans ce cas-là, si oui, on a égalité entre les deux ensembles.